à toutes et à tous. Nous sommes normalement de l'ordre de 200 connectés, ce qui traduit l'intérêt évident que vous portez au sujet que va traiter Maya Attig, que je ne présente pas, si je présente quand même, délégué général de la Fédération bancaire française, bancaire d'origine, parce que c'est toujours important de savoir de quoi on parle, et Dieu sait si elle est affûtée, si tu me permets Maya, sur les sujets qu'on va traiter. Bon, je m'exprime à la fois en tant que président délégué du MEDEF, mais également entrepreneur, hein, pour vous rejoindre, j'imagine, dans l'intérêt que vous portez au sujet PGE qui est à l'ordre du jour ce matin. Moi, je le vois bien dans tous les échanges que j'ai avec nos adhérents, les territoires, mais également les fédérations. C'est devenu très normalement un sujet assez central de préoccupation pour les chefs d'entreprise. Et donc, il est important que sur ce sujet à la fois très important en termes de montant et assez complexe parce qu'il a évolué au fil du temps, mais évolué positivement. Le dispositif des PGE, les modalités en œuvre de remboursement ont évolué au fil du temps, en bonne part d'ailleurs à la demande du MEDEF et de la Fédération bancaire française elle-même. Donc je crois qu'il y a une forte attente de la part des chefs d'entreprise, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit la taille de leur entreprise, d'une bonne compréhension du dispositif, parce que les échéances, le premier anniversaire de mise en place de la plupart des PGE en tout cas, est ces jours-ci. Donc il y a des décisions très opérationnelles et dans un certain nombre de cas assez lourdes à prendre pour les entreprises elles-mêmes. Je voudrais dire que cette visio inaugure un cycle de, si je ne me trompe pas, 6 conférences que nous organisons autour de ces thèmes de financement. Donc aujourd'hui sur le PGE, le 15 avril sur les solutions de financement de la relance par BPI France, donc avec la présence de BPI France. Une troisième séance qui portera sur les prêts participatifs et les obligations relance, avec de nouveau la Fédération bancaire française, mais également France Invest, donc les acteurs adhérents du MEDEF, du Private Equity. Une quatrième séance également sensible sur la cotation Banque de France, bien évidemment en présence de la Banque de France. Je ne sais pas si c'est le gouverneur lui-même qui interviendra ou un de ses collaborateurs, mais c'est également un sujet extrêmement sensible et qui commande en quelque sorte un certain nombre d'autres volets du financement, y compris d'ailleurs en matière d'assurance crédit. Une cinquième séance sur les fonds propres et l'ouverture du capital, avec là aussi intervention de France Invest. Et enfin, j'y faisais allusion à l'instant en évoquant l'assurance crédit, une sixième séance sur les délais de paiement avec la FIGEC et la FDCC. Voilà, je ne veux pas dire par là qu'on aura épuisé le sujet, qui de toute façon est un sujet évolutif, mais je pense que ça permettra d'échanger, d'entendre, enfin de répondre à vos questions, d'entendre vos suggestions, parce que on est très attentif, et je suis particulièrement attentif à bien comprendre quelles sont les attentes de nos adhérents, de sorte que le MEDEF contribue à ce que les réponses soient apportées par les pouvoirs publics en particulier, et qu'on fasse évoluer un certain nombre de dispositifs quand ça nous paraît absolument nécessaire. Voilà, je voudrais conclure mon introduction en quelque sorte en remerciant chaleureusement Maya et en disant à ceux qui n'en seraient pas conscients combien elle est impliquée dans nos travaux, toujours de manière extrêmement constructive, très à l'écoute, sans se dérober quand il y a des, quand il y a des sujets parfois un peu délicats, mais on sait tous que c'est dans le dialogue, la concertation qu'on règle les problèmes quand ils existent. Et que Maya le fait toujours avec une bonne humeur qui n'est pas bonne et courante, je devrais dire, dans cette maison où parfois les gens sont un peu ronchons parce que stressés par leurs propres enjeux. Je ne veux pas dire que Maya n'a pas d'enjeux, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas stressée, mais elle a ce talent particulier de faire tout ça avec beaucoup de rayonnement, si tu me permets. Voilà. Merci de votre participation. Merci beaucoup Patrick pour ces mots et pour ce défi que tu me lances
Je dois dire que je suis très, très honorée et très heureuse d'intervenir devant les adhérents du MEDEF, qui est une maison, bien entendu, connue de tous les Français et que j'ai découverte pour ma part il y a un an à peu près, quand j'ai pris mes fonctions. Et vraiment, ce qui a été dit au début sur la manière dont le prêt garanti par l'État, un produit extrêmement simple, conçu en très peu de temps et mis à disposition des clients et des entreprises en très peu de temps, ce produit a pu évoluer, et d'ailleurs dans certains de ses choix, jusqu'au mois de janvier dernier, avec, je dirais, cette généralisation de l'année de différé à la main du client, puisque cette idée de l'année de différé, on l'a exprimée au mois d'octobre dernier, mais en indiquant qu'elle était à la main de la banque. Et vraiment, dans la discussion, je crois que ce qui est apparu pertinent, c'est de dire que le chef d'entreprise qui avait déjà la main sur sa maturité de remboursement, il devait aussi l'avoir sur cette année de différé. Voilà, donc je crois que c'est aussi une bonne manière d'illustrer ce que tu dis, c'est-à-dire que je crois qu'on a la responsabilité, quand on est des institutions comme le MEDEF, comme l'AFBF, comme les banques, de manière générale, on a cette responsabilité d'être agile pour permettre de s'adapter à ce que nous apprend la crise. Alors, aujourd'hui, le PGE, il est néanmoins cadré dans un très grand nombre de ces paramètres. Il y a des choses qui seront, ou qui sont d'ailleurs dès le départ, des données de base, et donc on compose tous avec. Je prends un exemple très simple, cette fameuse durée de 6 ans, c'est une donnée de base Commission européenne, une donnée, je dirais, intangible dans son paramètre pour le PGE tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, on entend parler de discussions sur des prêts de plus longue durée. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dans la tête que ce ne sont pas des modifications du PGE tel qu'il est aujourd'hui, mais plutôt des réflexions peut-être engagées, pour ma part je n'y suis pas du tout impliquée, la fédération non plus, sur quelque chose de très différent. Voilà, donc je crois qu'il y a quand même quelques éléments qui aujourd'hui ne bougent plus au sens où ils sont fixés, ils sont arrêtés. Il y a celui-là, celui de la durée maximale de 6 ans. Il y a aussi le fait, là encore, exigence de la Commission européenne, qu'une fois que le choix de la durée de remboursement est fait, que le choix est fait, en réalité, la prime d'État est due à l'État. Et c'est vrai que bon, ça veut dire que ceux qui choisissent très massivement, aujourd'hui j'y viendrai assez vite, quasiment 3/4 des choix que l'on connaît aujourd'hui s'expriment sur la durée la plus longue, hein, les entreprises prennent ce temps-là, eh bien ça veut dire qu'effectivement la prime, il faut la payer sur toute cette durée et l'État ne la remboursera pas. Voilà. Donc ça fait partie des quelque chose qui ne bouge pas, moyennant quoi aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'entreprises sont en train de finaliser leur choix, voire l'ont déjà fait. Je vais vous donner quelques chiffres sur le PGE et on va peut-être commencer par là. 200 000 entreprises ont eu leur PGE au mois d'avril 2021, 140 000 en mai, 170 000 en juin. Et puis, à partir du mois de juillet, en tout, jusqu'à aujourd'hui, on a 150 à 160 000 entreprises qui l'ont eu. Donc, le gros des choix de remboursement à faire, c'est entre aujourd'hui et le mois de juin. Et les banques ont contacté pour certaines 4 mois avant, pour d'autres 2 mois avant, et la plupart entre ces deux délais, leurs clients pour leur donner les éléments conduisant à faire le choix. Pourquoi? Parce que la conception du PGE, c'est qu'à défaut de choix à faire, il faudrait le rembourser tout de suite. Or, on sait bien, et les banques savent bien, que pour beaucoup d'entreprises, rembourser tout de suite, alors qu'il y a une incertitude économique jusqu'à ce que la vaccination nous donne, je dirais, la sérénité nécessaire pour reprendre une activité totalement normale dans tous les secteurs, eh bien, voilà, ce ne serait pas une bonne idée. D'où le fait que bien sûr, donner les éléments du choix pour éclairer ce choix de maturité, c'est vraiment un élément important. Alors, on va passer tout de suite à la présentation elle-même. Voilà. Alors, quelques chiffres. Oui.
Oui, C'est ça qui est important. après, promis, je ne t'interromps plus, Non, non, mais je t'en prie. j'ai cette mauvaise habitude. Non, non. Pour bien rappeler les volumétries, en quelque Oui, sorte, hein, tu as donné le nombre de PGE qui avaient été mis en place. Je rappelle que l'État avait imaginé garantir jusqu'à 300 milliards oui, d'euros de PGE, qu'en réalité n'ont été tirés que, entre oui. guillemets, de l'ordre de 135 milliards, hein, mais Absolument. enfin c'est Oui, quand même 135 milliards, et que finalement l'équation à laquelle, ou le dilemme auquel on est confronté, quel est-il? C'est pas, et les économistes, singulièrement Rexecon le souligne ces derniers temps encore, c'est pas un problème de liquidité à l'instant T, si on raisonne en moyenne des 650 000 PGE qui ont été mis en place, c'est éventuellement un problème de solvabilité au cours des prochaines années. Pourquoi? Parce que, et je crois que c'est important que nous, au MEDEF, on le dise et le redise, les entreprises françaises ont quand même vu leurs résultats baisser de 80 milliards d'euros l'année dernière, alors même que l'État leur a distribué 47 milliards, non pas d'aide, hein, c'est une terminologie qui est largement employée. Moi, je parle plutôt de compensation. Donc, il y a eu 47 milliards, dont 27 milliards au titre de l'activité partielle qui ont été versés par l'État aux entreprises. Il y a 16 milliards de fonds de solidarité et il y a 4 milliards d'exonération de charges. Globalement, donc 47 milliards. Et pour autant, les rentabilités des entreprises se sont dégradées de 80 milliards et en moyenne, pour la première fois depuis 1985, la totalité des entreprises françaises serait légèrement déficitaire en résultat. Ce qui évidemment va poser un problème d'une part pour faire face, alors ça affecte leur puissance de feu financière, si on peut dire des choses comme ça. Donc ça affecte immanquablement leur capacité de remboursement à l'avenir, selon la rapidité de la reprise, selon les conditions de rentabilité dans lesquelles cette reprise s'opérera. Je pense évidemment pour des secteurs industriels à l'augmentation massive du coût des matières premières qui va pincer les rentabilités et donc obérer en tout cas à court terme les capacités de remboursement. Et puis ça va également affecter la capacité d'investissement des entreprises au même moment où on le sait tous, hein, j'allais dire degré ou de force, le niveau international s'intensifie au même moment où les modèles évoluent de manière précipitée dorénavant et la crise sanitaire y a contribué. Je pense là à la digitalisation. Je pense également sous l'effet des législations, en particulier aux investissements incontournables qu'ils vont devoir faire liés au verdissement de leur offre, au verdissement de leur process. Et donc voilà, notre enjeu, c'est celui de la solvabilité des entreprises dans les années qui viennent. Pardon de cette longue parenthèse. merci. Alors, quelques chiffres clés hein, pour compléter. Le total de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure comme nombre d'entreprises, c'est quasiment 670 000 entreprises au moment où nous nous parlons. Hein. Alors, tout ça, c'est un tableau qui est élaboré chaque quinzaine et chaque semaine même par la Banque de France sur la base des tuyaux de la banque publique d'investissement que remplissent les banques avec les informations sur les PGE accordées par les banques. Donc, un travail effectué par la Banque de France dont peut-être le médiateur du crédit est présent avec nous aujourd'hui et je le remercie ainsi que les équipes par ce biais parce que ça a permis de donner d'emblée une très bonne vision sur la pénétration du PGE. Donc on a 130, un peu plus de 135 milliards aujourd'hui. Vous voyez qu'en nombre d'entreprises, les très petites entreprises représentent 89%. En montant, c'est beaucoup moins, hein, c'est 40% des montants, ce qui est logique. Hein. On a des PGE qui font à peu près 100 000 euros. En moyen montant accordé 91 000 euros même pour les très petites entreprises. Et puis pour les PME, donc au-delà d'un seuil, du seuil PME classique, eh bien, nous avons plutôt 1,3 million. Et pour les ETI, il y a une petite erreur dans le tableau, c'est 12,7 millions d'euros. Et puis les très grandes entreprises, 46 ont bénéficié de PGE ad hoc, c'est-à-dire vraiment dont tout a été négocié pour le coup en tripartite avec l'État, c'est-à-dire y compris le taux de garantie de l'État, le montant, les conditions, etc. Donc 46 ont fait l'objet de PGE spécifiques accordés dont toutes les caractéristiques ont été publiées au journal officiel. Donc là, voilà. Alors, donc ce qu'on voit
Effectivement, c'est donc une répartition très granulaire, comme on dit dans le jargon, et en particulier, vous voyez que tous les secteurs d'activité ont pu bénéficier du PGE. On le voit un peu mieux sur ce graphique, avec l'industrie, la construction et l'immobilier, le commerce, 24%, l'hébergement et la restauration avec 8% en montant et 15% en nombre d'entités, et en réalité, c'est bien plus important que le poids du secteur de l'hébergement-restauration dans l'économie, hein, qui est de l'ordre de 3%, ce qui est bien évidemment normal, puisque c'est le secteur le plus frappé par les fermetures et par les restrictions d'activité. Donc on a également, en termes de répartition régionale, une ventilation par région qui permet de suivre et de voir que les différentes régions de France sont bien représentées dans cette cartographie. Je vous renvoie d'ailleurs sur le site du ministère de l'économie au même type de ventilation, moins fine, puisque la Banque de France n'a pas pu faire le même exercice sur l'intégralité des dispositifs publics, mais la même chose, le même type de ventilation existe aussi pour le fonds de solidarité, pour les différentes aides, pour les différents prêts. Voilà. Alors, les paramètres du choix de l'entreprise. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Patrick, pardon, je t'interromps à nouveau. Si, comme moi, certains ont du mal à lire les slides, on vous les communiquera ensuite. Oui, c'est parfois un test pour les yeux, je dois dire. Ok. Bon, j'espère que celui-ci... Ah, d'accord. Oui, d'accord. Ça va mieux, j'espère, le son comme ça. Ok. Alors, les paramètres du choix, les modalités de choix de remboursement. Pour rebondir sur ce qu'a dit Patrick, finalement, dans la conception initiale du PGE, les deux points qui étaient à choisir, c'était le volume total de PGE à proposer, avec une inconnue, hein, on se souvient tous de cette incroyable quinzaine de mars, deuxième quinzaine de mars, bon, on ne savait pas trop ce qui se passait, et donc ce montant de 300 milliards, il a été élaboré plutôt pour donner le signal que la limite était très haute. Autrement, pour vous donner un autre ordre de grandeur, les crédits aux entreprises en France, c'est 1200 milliards d'euros à peu près. Et donc, dire finalement, on va accorder en PGE à peu près l'équivalent de tous les crédits de trésorerie et un quart de l'ensemble des crédits en France, ça montrait que, au fond, le sky is the limit, comme on dit en français. En tout cas, 300 milliards, c'était beaucoup, et donc effectivement à l'expérience on a vu que le tirage était moindre, mais ce qui est d'une certaine manière normal, puisque ce qui était important c'était de ne pas donner le sentiment d'une enveloppe complètement bloquée et au fond que seuls les premiers arrivés seraient servis. Bon, donc je crois que ce paramètre de montant a été le bon. Sur la durée, là encore, la durée de 6 ans, qui pouvait paraître longue, évidemment, au départ, elle a été, je dirais, déterminée avec l'idée de donner aux entreprises le temps d'amortir quelque chose comme un quart de leur chiffre d'affaires. Alors, en pratique, les PGE accordés ont été inférieurs aux fameux 25% de chiffre d'affaires, hein. En pratique, on doit plutôt être entre 15 et 20%. À la fois parce que des entreprises tout simplement n'ont pas demandé le maximum, et puis d'autres qui demandaient le maximum dans la discussion avec le banquier indiquait quand même qu'il fallait veiller à la capacité de remboursement, et donc je dirais que sur ce calibrage du pourcentage de chiffre d'affaires emprunté, il y a eu beaucoup de discussions pour, je dirais, ne pas aboutir à des solutions ensuite ingérables pour l'entreprise. Et donc, ce facteur temps maintenant, qui est le temps de l'amortissement du PGE, au fond, c'est la principale valeur. Et comment elle va être déterminée? Encore une fois, on l'a dit, c'est à la main du chef d'entreprise. Et elle est déterminée avec quelque chose qui est difficile à faire aujourd'hui dans quelques secteurs, qui est peut-être pas forcément évident à faire dans les autres secteurs, ceux qui ne sont pas fermés, mais qui néanmoins restent un exercice délicat. C'est le prévisionnel de trésorerie, et puis aussi, au fond, les estimations
de rentabilité des investissements qui sont faits aujourd'hui. Évidemment, tout cela est très troublé, mais le choix, en tout cas, il y a un premier choix à faire, qui est de rembourser totalement ou partiellement le PGE. Je rappelle qu'il est possible de rembourser partiellement le PGE, c'est-à-dire de faire un mix, de dire j'ai un PGE de 90 000 euros, eh bien je vais rembourser 15 000 et puis amortir 75 000 sur les années suivantes. Alors, pourquoi le sujet du remboursement au moins partiel cette année n'est pas une optique, je dirais, complètement hors sol, parce que tout simplement ce qu'on constate côté bancaire, c'est que les trésoreries des entreprises sont très bonnes dans beaucoup de cas. Et là, c'est une discussion qu'on a souvent avec Patrick et puis avec beaucoup de chefs d'entreprise. Ce que voient les banques, ce sont des trésoreries en bonne santé. Et bien entendu, ce que perçoivent les chefs d'entreprise, c'est qu'ils souhaitent garder cette trésorerie au top et donc l'utiliser le moins possible au cas où, effectivement, certains de leurs débiteurs ne les remboursent pas pour faire face à des investissements de reprise peut-être un peu élevés. Voilà. En tout cas, pour faire face à diverses dépenses de relance. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a 50 à 60% des clients qui ont sur leur compte la trésorerie correspondant au PGE. Donc, en théorie purement arithmétique, ces PGE-là pourraient être remboursés. Ce qu'on constate, et on a publié des chiffres avant-hier, c'est qu'en réalité, on a 12% seulement des entreprises sur les 50% qui pourraient rembourser, qui choisissent effectivement de rembourser. Et puis, on en a quelques autres pourcents qui vont rembourser entre 2022 et 2023. Les autres exercent leur option d'amortissement. Alors là, deux choix. Soit l'amortir sur 5 années, sachant que la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, c'est linéaire. Soit décaler encore d'un an. Et là, c'est un choix que font la moitié des entreprises aujourd'hui, finalement. Décaler encore d'un an, donc ne pas payer le capital pendant l'année qui vient, payer en revanche les intérêts correspondant à cette année, les intérêts et la prime de garantie, et puis ensuite payer sur 4 ans. Je vous passe le schéma correspondant à ces deux choix. Dans le premier, donc amortissement linéaire, alors on a pris un montant arrondi de 100 000 euros, supérieur encore une fois à la moyenne des TPE, qui est de 90 000 euros, je le rappelle. Et donc, ça nous fait des montants d'intérêt en se mettant vraiment au maximum de la fourchette qu'on a indiquée, sachant que la vraie fourchette, je dirais, constatée, effective sur le marché, elle est inférieure à celle qui était anticipée en septembre dernier. Mais donc, on a dans un premier cas un remboursement compris entre 19 400 et 20 600 euros par an. Et puis, dans le deuxième cas, et puis des intérêts, pardon, qui décroissent dans le temps, des intérêts et primes de garantie de 1 900 euros la première année et puis jusqu'à 400 euros la dernière. Et puis, dans la deuxième simulation, eh bien, des remboursements qui vont être de l'ordre de 4 à 5 000 euros plus élevés, bien évidemment, puisque il y a un différé, et des intérêts qui sont de 2 000 euros la première année et qui décroissent jusqu'à 600 euros. Donc, on a finalement, je dirais, dans les deux cas, un choix à faire entre le lissage ou la concentration sur 4 ans, qui reste quand même une concentration, je dirais, étalée dans le temps. Il n'y a pas non plus de mur quand on repousse d'un an. Et puis, des intérêts qui vont être, dans le deuxième cas, au total, plus élevés, mais d'une certaine manière, c'est aussi je dirais, une forme d'assurance pour cette deuxième année de différé, dont d'ailleurs une bonne partie est liée à la garantie d'État. Alors, parmi finalement les choix qui sont faits, je les répète, finalement les entreprises qui aujourd'hui ont exprimé leur choix, à la fin du mois de mars, on avait à peu près 2 tiers des clients qui avaient répondu à leur banque. On a un choix qui se répartit à peu près à équivalence entre ces deux situations.
Et puis, un choix qui est très concentré sur la dernière année. Autrement dit, on a 75% des entreprises qui choisissent d'étaler sur 6 ans et dont 55% qui prennent l'année de différé. Voilà. Et donc, au fond, le nombre d'entreprises qui choisissent de rembourser sur 2, 3, 4 ans, lui, il est très faible. On a à peu près 12% qui choisissent de rembourser tout de suite, donc 75% qui choisissent de rembourser sur 6 ans. Donc on a vraiment très peu d'entreprises qui choisissent de se mettre entre ces deux dates. Et effectivement, selon les entreprises, elles choisissent soit d'étaler dès cette première année, soit de repousser le remboursement. Voilà. Donc le sentiment qu'on a, encore une fois, en examinant la trésorerie des entreprises qui font ces choix-là, c'est que c'est un choix de sécurité qui est évidemment ultra logique dans la période qu'on rencontre, sur laquelle il n'y a pas de jugement à apporter, au sens où la règle du PGE, c'est que, au fond, c'est un outil à la main du chef d'entreprise en respectant les règles. Et donc, l'une des règles, c'est qu'il choisit à la fois la date et la possibilité de différer. Et donc, je pense que c'est aussi, par sa souplesse, un outil qui peut permettre de gérer plus finement sa relance. Je prends un exemple. Sur l'année qui vient, tous ceux qui n'auront pas à rembourser tout de suite le capital pour la première année, hein, si je prends toujours sur le graphique, ceux qui choisissent, plutôt que de rembourser 19 400 € tout de suite, plutôt d'attendre un an et puis de rembourser 24 500 €, au fond, ils se donnent cette marge de sécurité qui permet sans doute une plus grande sérénité au quotidien, et puis qui permet de faire face sans complexité additionnelle à tous les frais de redémarrage, les frais de reprise, les incertitudes éventuelles sur les fournisseurs et les clients. Mais bon, je pense que là-dessus, il y a aussi beaucoup d'autres mécanismes qui permettent d'avoir des assurances là-dessus. Voilà. Comment se répartissent ces choix? Merci Maya. On va ouvrir le débat. Je voudrais juste préciser sous ton contrôle, oui, parce que ça fait l'objet de remontées légitimes, qu'il n'y a eu sur l'ensemble des dossiers que 2,6 ou 2,7% de taux de refus. Oui. Alors, ça n'enlève rien à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a certaines entreprises qui demandaient le plafond en quelque sorte de PGE et qui, au terme de discussion avec leur banque, oui. Mais c'est pas ça qui explique le différentiel entre 135 milliards effectivement versés et les 300 milliards d'autorisation en quelque sorte donnés par l'État. Donc voilà, 2,6, 2,7%. Alors c'est pas illogique, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, mais ça situe quand même le remarquable déploiement du PGE par les réseaux bancaires. Absolument. Alors je voudrais signaler deux points à cet égard. Le premier, c'est que ce qui est très important pour nous, alors je vais passer à la page d'avant, pardon, excusez-moi, voilà. Ce qu'on a vraiment déployé massivement pendant toute cette période, c'est justement le traitement des trains qui n'arrivent pas à l'heure, pour le dire comme ça. Pourquoi ? Parce que ce qui nous paraît très important dans un dispositif aussi massif, c'est à la fois d'offrir quelque chose de très simple et massif à tous, et de donner une réponse personnalisée dans les autres cas. Et là, j'en ai parlé tout à l'heure, la médiation du crédit est là pour traiter des sujets et elle résout un cas sur deux. Donc ça, je crois que c'est important, et il y a des chiffres réguliers qui sont publiés sur le site de la médiation et qui montrent que ça fonctionne, parce que quand une relation est dégradée, quand une situation était un peu limite, finalement la médiation du crédit permet, avec les efforts de chacun, de faire tomber du bon côté la décision. Et puis aussi les banques qui ont toutes des services, je dirais, voilà, appelez-moi la direction, tous les chefs d'entreprise, bien entendu, recourent chaque fois qu'il le faut à l'échelon hiérarchique et à l'échelon de direction. Il y a aussi eu la mise en place de référents ou de coordonnées de référents. Sur le PGE, alors ici on vous a mis pour les principaux réseaux, toutes les banques ont des correspondants, mais pour les principaux réseaux, là on vous l'a mis.
Pour BNP Paribas et pour le Crédit Mutuel et le CIC, ce sont les numéros dédiés, je dirais, totalement habituels. Les autres réseaux ont en plus mis en place des codes, des mails spéciaux liés au PGE qui fonctionnent aussi pour les sujets des moratoires, des moratoires d'échéance de crédit. Donc n'hésitez pas à les solliciter si nécessaire, si vraiment vous n'avez pas eu de réponse satisfaisante. Voilà. Et le premier recours, c'est toujours le niveau de direction. Je précise d'ailleurs un point s'agissant des PGE. C'est vrai que le taux de refus a été très faible, effectivement, depuis le début, entre 2,6, 2,9, selon les semaines, ça peut bouger, il y a des arrondis. Il est faible et par ailleurs, pour le coup, les délégations ont été inversées. C'est-à-dire que d'habitude, le niveau du conseiller peut être celui qui refuse et au fond, le recours est beaucoup plus difficile. Là, vraiment, toutes les banques ont mis en œuvre les choses pour que les refus soient escaladés et puissent être regardés. Donc je crois que c'est un point qui est important. Et il faut continuer à le faire fonctionner parce que ce qu'on voit chaque fois qu'il y a des situations difficiles, et je le dis parce que via le MEDEF, on a pu avoir beaucoup de contacts avec diverses fédérations professionnelles, avec qui c'était essentiel de passer d'un sentiment d'insatisfaction de leurs adhérents au traitement individuel des adhérents non satisfaits. Et il y a vraiment une nuance entre les deux. Voilà, donc je pense que ça, il faut le faire. Et puis, dernière chose, la page de publicité. Pour notre site, les transparents qu'on vous a passés viennent de notre site internet. Il y a des infographies. Là, évidemment, elles sont faites pour ne pas être lisibles, pour que vous cliquiez dessus. On a aussi des vidéos explicatives, à la fois sur le process PGE, sur le remboursement. Et puis, je vous invite aussi, là c'est une parenthèse, vraiment à consulter tout ce qu'on fait en matière de cybersécurité. C'est un enjeu absolument majeur et on multiplie les outils à la fois pour vous et pour vos clients, par particulier pour traiter de ces sujets-là qui, je crois, doivent aussi constituer un motif d'inquiétude par les temps qui courent. Voilà. On a quelques questions. Peut-être un premier point, est-ce qu'on peut revenir sur les options proposées et surtout sur la notion de mix d'options? Oui. Parce que c'est un point qui est un peu difficile parfois à envisager. Oui. Oui, alors effectivement, d'ailleurs on ne l'a pas fait apparaître en tant que tel dans le dossier, mais il est possible, si vous avez un PGE de, là encore, voilà, en moyenne 90 000, 100 000 euros, et que vous ne l'avez pas touché du tout depuis le début, enfin il n'y a pas de condition au choix, mais supposons que vous considériez finalement que sur cette trésorerie non touchée, vous souhaitez en rembourser une partie et étaler seulement le reste. Normalement, c'est une option, enfin une proposition en tout cas, que vous pouvez faire valoir auprès de la banque. Alors peut-être qu'elle n'existe pas sous forme de cases à cocher dans les courriers qu'ont envoyés les banques. J'avoue que je ne les ai pas tous, mais je sais que c'est une possibilité qui existe normalement dans toutes les banques. Voilà. Une autre question qui est récurrente, pardon, on m'entendra mieux sans le masque, c'est le sujet est clair de la limitation à 6 ans. Oui. Il y a beaucoup d'interrogations qui reviennent sur est-ce qu'une fois que j'ai passé le premier anniversaire, que j'ai fait mon choix, j'ai une possibilité de redemander à échelonner sur un peu plus de temps ou au contraire d'anticiper davantage le remboursement? Alors, effectivement, c'est une question qui me permet de revenir sur le point dont on parlait précédemment, sur le fonctionnement de la prime de garantie de l'État. Parmi les niveaux d'intérêt là qu'on met, enfin d'intérêt et de garantie, de commission de garantie, les petites lignes en orange qui sont peut-être avec la souris, voilà, les petites lignes oranges qui sont ici. Ça inclut la commission de garantie de l'État et puis ça inclut les intérêts bancaires. Alors, il y a une solution qui est simple et qui coûte, c'est de choisir la durée la plus lointaine possible. Et puis, si vous vous rendez compte au bout de 1 an qu'en fait vous pouvez rembourser avant, eh bien vous pouvez toujours anticiper le remboursement. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la prime de garantie de l'État, elle est due dès la première année.
et sur la totalité de la période. C'est-à-dire qu'en fait, pratiquement, économiquement, en réalité, dès lors que vous avez fait votre choix, votre banque doit notifier votre choix et transmettre à l'État l'équivalent de la prime de garantie correspondante. Alors, ça peut dépendre des banques. Certaines prélèvent ce montant ou le précompte, enfin l'identifient. D'autres vont en réalité le prélever à la fin. Mais économiquement, la banque transmet en votre nom cette commission de garantie à l'État tout de suite. Et ça, ce n'est pas renégociable. Par ailleurs, vous savez tous comment se passe un remboursement anticipé pour un crédit bancaire classique. Il y a des indemnités de remboursement anticipé qui sont négociables, comme tout, avec votre banque. Je ne pense pas que ce soit ça qui coûte le plus, franchement, par rapport à la prime de garantie. Voilà, je n'ai pas les pratiques de marché pour des raisons évidentes de concurrence des uns et des autres, mais je pense que du côté des banques, voilà, le surcoût lié aux indemnités de remboursement anticipé par rapport à la prime de garantie d'État elle-même, c'est pas ça qui posera problème. Donc, vous pourrez toujours anticiper. Par contre, le dispositif, si vous choisissez par exemple de rembourser sur 3 ans, et que au bout d'1 an et demi, vous vous dites, ouh là là, en fait, 3 ans c'est trop peu, je préférerais rembourser sur 6 ans, là, je pense que c'est une situation qui sera un peu plus complexe à gérer. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça rentrera dans le cadre général des restructurations de crédit que vous faites auprès de votre banque. Et ça, PGE ou pas, il y a des règles bancaires qui font que quand un client demande à rééchelonner un crédit ou restructurer un crédit, dans l'immense majorité des cas, ça va conduire à considérer que c'est un crédit, je dirais, soit délicat ou en délicatesse, je ne sais pas quel est le bon mot qu'on peut trouver en français, voire en défaut, avec toutes les conséquences que ça entraîne. Donc je pense que le choix aujourd'hui des entreprises, très clairement, comme je l'ai dit, c'est soit remboursement total ou très rapide, soit étalement sur 6 ans, quitte à ce que dans la durée certains avancent, mais l'optique dans laquelle finalement, bon, vous avez coché 3 ans, mais en réalité ça aurait mieux été 4 ou 5, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas recommandé au sens où ça pourrait poser plus de problèmes. Voilà. Alors après, encore une fois, si au terme d'1 an, 2 ans, de toute façon, c'est pas seulement le PGE qui pose problème, c'est l'ensemble des crédits, bien évidemment, ce sera réétalé. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le PGE sera une part de l'ensemble des crédits à restructurer. Il n'y aura pas de traitement spécifique du PGE à cet égard, sinon que l'État pourra plus facilement, je dirais, se retourner vers la banque pourra plus facilement se retourner vers l'État pour faire jouer la garantie, mais ça ne changera pas le critère bancaire du défaut. Voilà. Ce qui immanquablement incite à choisir des durées de remboursement assez longues, puisqu'on comprend qu'il sera beaucoup plus facile de rembourser par anticipation que de demander en cours de prêt une prorogation de l'échéancier. Manifestement, les décisions dont use l'État, avec une très forte proportion d'entreprises qui choisissent finalement la durée maximale, ça traduit une intention, mais qui est parfaitement compréhensible, assez prudente et, je dirais, conservatrice. Alors justement, vous avez évoqué la garantie. Dans les questions qui nous arrivent, on en avait une, par exemple, combien coûte la garantie ? Le 0,25, le 0,50 ? Oui, voilà, je mets le micro. Alors la grille de garantie a été fixée par les textes dès le début. Là, pour le coup, effectivement, elle ne peut pas... elle n'a pas bougé. La grille, la garantie de l'État, pardon, elle est comprise entre 0,5% et 1% selon les années. Et donc, elle augmente dans le temps. Alors là, j'ai plus la répartition. C'est au bout de la 3e année que ça passe à 1%, donc pour les 4e et 5e années.
Mais c'est un chiffre qu'on pourra vous retransmettre et qui vaut pour les TPE et les PME. Hein. Pour les ETI, le montant est un peu plus élevé. Voilà. Donc on vous le rajoutera peut-être dans les transparents dans la version définitive. Pouvons-nous contracter encore un PGE? Jusqu'à quand? Absolument. Le PGE peut être contracté jusqu'au 30 juin de cette année. Ce qu'on constate quasiment depuis le mois de septembre, hein, c'est que le rythme hebdomadaire est inférieur à 500 millions d'euros. Il est même en ralentissement au fil des semaines. Et donc le flux continue, ça concerne surtout d'ailleurs des deuxième, troisième PGE dans certains cas, mais en tout cas on a un flux qui ralentit assez fortement depuis déjà le mois de septembre. Voilà. Mais c'est possible de contracter jusqu'au 30 juin. Alors que de tête, au printemps dernier, on était sur un rythme hebdomadaire de plusieurs milliards d'euros. Absolument, c'était entre 2,5 et 3 milliards par jour. Et donc, on est passé d'un rythme de plus de 10 milliards par semaine à un rythme de 500 millions par semaine à partir du mois de septembre, septembre-octobre. Pardon François, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les PGE saison, saisonniers? Oui. Sauf erreur de ma part, qui sont, je le rappelle, hein, destinés aux entreprises qui, par nature, ont une activité saisonnière. C'est particulièrement vrai pour un certain nombre d'entreprises de l'économie présentielle, dans le tourisme notamment. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu une demande très forte, oui. Alors que ça permet, je le rappelle, d'avoir non pas un plafond à 25% du chiffre d'affaires annuel, mais 25% du chiffre d'affaires des mois les plus forts. Exactement. Alors, c'est un dispositif qui a été élaboré dans le cadre du plan tourisme en mai dernier, en se disant que pour certaines entreprises qui ouvrent 6 mois par an, dire que c'est le 3 mois de chiffre d'affaires, au fond, c'est tout petit par rapport à leur moyenne habituelle, moyenne mensuelle. Donc effectivement, on a fait un calcul où c'est les 3 meilleurs mois de l'année et non pas les 3 mois moyens de l'année, donc ça peut donner un surplus. Il y a eu peu de demandes ou alors des demandes qui conduisaient d'une certaine manière à surendetter l'entreprise. Voilà. Donc, du coup, il y a eu des PGE saison qui ont été... Alors, le PGE saison, j'allais dire, c'est un PGE comme un autre, c'est-à-dire qu'il est traité de la même manière. Simplement, si le montant est trop élevé par rapport à la capacité de remboursement de l'entreprise, effectivement, du coup, il a pu tomber en dessous du 25% des 3 meilleurs mois. Mais c'est une option qui reste toujours ouverte, qui est effectivement particulièrement adaptée pour tous ceux qui sont dans des zones qui ont eu, malgré tout, avec le flux, des phases où elles ont pu avoir un fonctionnement correct, quoi, hein, dans les mois précédents. On poursuit dans une batterie de questions un peu concrètes. Existe-t-il un document de référence, un contrat type du prêt garanti par l'État? Spontanément, je pense au FAQ. Oui. Alors, effectivement, il n'y a pas de contrat type en tant que tel. Par contre, vous faites bien de me le signaler, sur le site de Bercy, et vous pouvez y accéder via le site de la FBF aussi, et celui du MEDEF, vous avez accès à ce qu'on appelle la foire aux questions. Ou la Frequently Asked Questions sur le PGE qui répond à de très nombreuses questions pratiques sur des secteurs spécifiques, des formes juridiques spécifiques. Et au fond, cette foire aux questions, ça a été d'ailleurs l'une des premières œuvres communes avec le MEDEF et Bercy pour simplement répondre aux questions que les chefs d'entreprise se posaient très souvent. Donc, alors, elle est assez longue aujourd'hui, hein, je crois qu'il y a plusieurs dizaines de pages. Mais elle répond à beaucoup de vos questions. Voilà. Et nous l'adresserons aux inscrits avec les supports. Est-il impératif de prendre une assurance sur le prêt, sachant qu'il est par ailleurs garanti par l'État?
Ah, très bonne question. Ça fait partie des questions auxquelles renvoie la foire aux questions. Alors, l'assurance, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la garantie de l'État couvre l'insolvabilité de l'entreprise, mais ne couvre pas des événements tels que le décès ou l'invalidité du chef d'entreprise. Et donc, quand l'entreprise, je dirais, le sort de l'entreprise est extrêmement lié à celui du chef d'entreprise ou de sa famille, eh bien, effectivement, une assurance décès et invalidité est demandée. Ce n'est pas une surcouverture par rapport au PGE, c'est vraiment une couverture pour un cas qui est complètement différent. Parce que pour le coup, en cas de décès ou d'invalidité, la banque a 100% du risque et non pas les 10% qui peuvent être couverts sinon. Voilà. Donc ça fait partie des questions auxquelles la FAQ répond, effectivement. Alors, pardon, j'ai des questions sur lesquelles il est un petit peu difficile de se prononcer. On nous interrogeait sur quelles sont les possibilités de refus des banques et sur quels critères il peut y avoir le refus. Oui. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu plus de 2,6 à 2,9%. Oui. Et quelles peuvent être les motivations de ce refus? Je voyais une allusion aux situations de trésorerie, sans tout à fait comprendre quel était le sens de la question posée, parce qu'on nous parlait de très bonne trésorerie. Oui. Alors, effectivement, comment dire, il arrive, alors notamment peut-être dans les semaines ou les mois les plus récents, que des entreprises qui sont en excellente situation de trésorerie demandent un PGE complémentaire pour augmenter encore cette trésorerie. Alors, le sujet je dirais de l'écart par rapport à l'objet du PGE, qui est d'être un outil de crise pour ceux qui en ont besoin, se pose dans ce cas-là. Donc il a pu arriver, effectivement, il arrive même que des PGE soient refusés dans des situations où en réalité la situation de trésorerie est excellente, parce que tout simplement, à un moment donné, le PGE est censé être remboursé, et donc faire des vases communicants et tirer sur le PGE pour ensuite le rembourser rapidement, voilà, c'est pas forcément de la meilleure gestion. Donc on a avec l'État quand même l'idée que le PGE est fait en priorité pour ceux qui en ont besoin, et donc il peut arriver effectivement qu'il y ait des refus pour trésorerie déjà abondante. De même que à l'inverse, le PGE au risque du surendettement n'est pas une solution non plus. Donc ça, c'est une discussion qui est plus facile à entendre. Le sujet de la solvabilité de l'entreprise et des critères de notation, je tiens à souligner, parce que c'est une discussion qu'on avait beaucoup eue effectivement au début avec le MEDEF, c'est quelque chose où le cas par cas a vraiment fonctionné. C'est-à-dire qu'on avait ce seuil de notation de 5+, qui permettait, si on le dépassait, d'avoir son PGE quasi automatiquement, et si on était en dessous, d'avoir une analyse au cas par cas. Et je me souviens que certaines personnes, y compris à Bercy, nous disaient « mais vous n'y arriverez pas, vous n'arriverez pas à gérer tout ça ». Ce qu'on voit dans les chiffres, c'est pas dans ceux-là, mais dans les autres chiffres publiés par la Banque de France, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'entreprises en dessous du seuil qui ont bénéficié de cette analyse au cas par cas. Donc je crois que ça marche vraiment. Voilà. Pardon, je reviens sur la question. Très concrètement, est-ce que par exemple une entreprise peut demander un complément de PGE ou tout simplement un premier PGE si on n'en a pas déjà contracté pour financer une opération de croissance externe ou un investissement alors même que sa trésorerie, en tout cas en partie, lui permettrait sans même le PGE? Pardon, excusez-moi. Au lancement du PGE, l'usage du PGE n'était pas fléché, n'avait pas à être fléché.
Et donc, beaucoup de PGE ont été accordés avec l'idée du chef d'entreprise qui était, bon, bah, soit c'est ma trésorerie de précaution, et puis si finalement je n'en ai pas besoin, je m'en servirai pour autre chose. De toute façon, je suis engagé à rembourser, donc je rembourserai. Et une fois que l'euro est sur le compte, je veux dire, l'usage par l'entreprise n'est pas contrôlé par la banque et l'argent n'est pas bloqué s'il s'agit de faire une acquisition. Aujourd'hui, le sujet de l'intention, il est quand même plus important dans la discussion. Pourquoi ? Parce que là encore, rien n'est interdit s'agissant de l'usage du PGE, mais malgré tout, on a eu des cas, par exemple, récents, d'entreprises qui disaient, voilà, moi j'ai un projet immobilier, et donc finalement, j'aimerais bien un PGE pour ça. Bon, d'abord, la maturité n'était pas forcément la maturité adaptée. Bon, donc je pense que là-dessus, les banques veillent à ne pas, je dirais, faire du PGE l'outil tout fourre-tout de financement. Il y a un marché du crédit qui fonctionne bien, je vais le montrer là ici. On a une croissance des crédits aux entreprises en France qui est très bonne et qui est l'une des plus élevées en zone euro. Donc voilà, il y a des instruments de crédit qui sont faits pour les projets d'investissement. Je pense que pour les PGE déjà en compte, les PGE déjà existants accordés en début de crise, il n'y a pas de blocage entre guillemets ou de difficulté à les utiliser. De toute façon, c'est fongible. Sur un nouveau PGE qui serait vraiment dédié à ça, je crois que vraiment les banques sont vigilantes à rentrer dans une certaine normalité du crédit. Ça nous fera le lien avec entre cette question d'ailleurs et une prochaine séance. Quand on parle PGE et capacité d'investissement, comment le premier va être apprécié par rapport au second? Y a-t-il un risque fort de ralentir les investissements? Et donc peut-être ça permet d'introduire aussi l'idée du prêt participatif. Oui, alors, c'est-à-dire l'idée, c'est est-ce que finalement le fait qu'il y ait eu beaucoup d'endettement empêche de réinvestir, enfin plutôt de réemprunter pour investir. Bon. Alors, peut-être quelques chiffres plus macro. Le PGE aujourd'hui, c'est 10% de l'ensemble des crédits en France. Donc, c'est des crédits aux entreprises, absolument, des crédits aux entreprises. Effectivement, puisque les crédits aux ménages, c'est encore autre chose. Et c'est même d'ailleurs des crédits bancaires aux entreprises, sachant qu'il y a aussi des crédits, des financements de marché qui s'ajoutent en plus. Donc, le PGE est un instrument effectivement très important pour certaines entreprises, mais pas pour toutes. Et donc, la situation de l'endettement, je dirais, elle n'est pas considérablement aggravée par l'entreprise. Alors, quelques chiffres macro. On a eu l'année dernière 220 milliards, à peu près 217 milliards de crédits en plus aux entreprises et 200 milliards de trésorerie en plus. Donc, au fond, la situation financière de l'entreprise, elle s'évalue, et en particulier en ce moment avec les experts comptables, en regardant le passif et l'actif. Donc, c'est vrai que, comme je l'ai dit aussi, le PGE a été calibré dans la discussion entre chefs d'entreprise et banquiers, aussi pour ne pas surendetter l'entreprise et ne pas obérer ses capacités futures. Donc, je dirais que, de manière générale, le PGE ne devrait pas être le boulet insupportable pour l'immense majorité des entreprises. Et celles pour qui, je dirais, le PGE, en réalité, effectivement, est un peu la goutte d'eau, ou en tout cas le niveau trop élevé, c'est plutôt celles pour qui, même si la banque a fait attention à alerter sur le risque d'en emprunter trop, les circonstances, des fermetures plus longues que prévues, un problème économique ou industriel autre, font que, effectivement, pour cela, ça va être plus compliqué. Mais je dirais, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas le PGE en tant que tel qui va bloquer. Par ailleurs, comme je l'ai dit, une fois que le PGE est en compte, au fond, il peut servir à toutes sortes de choses. C'est un crédit comme un autre, et ça peut être au contraire un atout pour la croissance. Voilà. Donc je dirais qu'il n'y a pas de réponse générale à cette question-là. Et le fait, pour répondre peut-être encore plus directement, le fait d'avoir eu recours au PGE n'est bien évidemment en tant que tel pas un indicateur de risque ou de problèmes supplémentaires. Ça, je crois qu'il faut le dire très clairement. Il n'y a pas de stigmatisation de ceux qui auront leur PGE ou qui auront à le garder. Alors, en rebond, j'ai une question qui arrive. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse
uniforme pour les réseaux. Comment, dans le temps de crise, calculez-vous le seuil de surendettement? Parce que vous avez évoqué le point. Non, effectivement, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse unique. Je pense qu'un excellent rapport de l'Observatoire du financement des entreprises va expliquer comment les fonds propres sont appréciés par les banques. Je crois que cette période conduit vraiment à essayer de se mobiliser avec les experts comptables, et puis bon, les réseaux patronaux, les chambres consulaires, etc., pour faire ressortir aussi la vraie valeur des entreprises. C'est-à-dire que le dispositif pour lequel le MEDEF a plaidé de réévaluation des actifs en franchise d'impôt, c'est un dispositif qui avait été très utilisé en 2009-2010, c'est un dispositif qui pourra être utile à un certain nombre d'entreprises. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, les banques regardent les comptes, donc ce qui est ultra standardisé, ce qui est dans les comptes, mais c'est quand même bien quand les comptes reflètent aussi la vraie valeur de l'entreprise. Voilà. Donc je dirais, il n'y a pas de seuil absolu de fonds propres. Les perspectives d'activité, le modèle d'affaires, c'est un élément d'appréciation dynamique qui est extrêmement important pour accepter ou pas de prêter. Et pour le niveau de prêt. Et en tout cas, il y a un gros travail à faire avec les experts comptables pour que ces comptes reflètent bien. Et on a une opportunité fiscale, là, je crois, pour 2 ans, qui est assez intéressante à noter, puisque pour ceux qui ont, par exemple, je sais pas moi, un entrepôt dans une zone industrielle qui a pris beaucoup de valeur dans les 5, 6, 10 dernières années, faire remonter sa vraie valeur dans les comptes, c'est quelque chose qui ne peut qu'améliorer la situation. En fait, il y a 2 dispositions dans la loi de finances 2021. Il y a celle que tu évoques, donc la réévaluation libre des actifs, alors corporels et financiers, oui. pas les incorporels. Il y a souvent des questions, oui. notamment de la part de restaurateurs, outre le fait qu'il est difficile d'apprécier la valeur d'un fonds de commerce dans la restauration aujourd'hui. De toute façon, la loi ne porte pas sur les actifs incorporels. Mais c'est une opportunité intéressante de doper en quelque sorte ces fonds propres, de manière encadrée quand même. Et puis il y a une deuxième disposition qui est très intéressante, et sur les deux on a beaucoup communiqué d'ailleurs, mais à l'expérience je me rends compte que tout le monde n'a pas encore ça en tête, y compris chez les experts comptables, qui est la possibilité de faire des leasebacks sur l'immobilier en étalant l'imposition de la plus-value sur 15 ans. C'est une disposition qui avait existé, si vous vous en souvenez, en 2008-2009, qui avait été précieuse pour beaucoup d'entreprises, parce qu'évidemment, sans se départir de leur outil de travail, ça leur permet de rentrer des liquidités importantes, à nouveau avec un régime fiscal qui est quand même très favorable. Donc il y a toute une palette d'instruments. Alors la difficulté un peu paradoxale, c'est qu'il y a tellement d'instruments que c'est difficile de tous les connaître et de tous les maîtriser. Raison de plus pour que le MEDEF remplisse son rôle et vous alerte sur ces différentes opportunités. Alors, on approche du terme. Je vais vous proposer 2 questions, puis une réouverture. Enfin, une réouverture. Un point de réflexion pour les bonnes pratiques que les adhérents doivent peut-être intégrer. Une première question, c'était y a-t-il des pratiques de revoir à la baisse les facilités de caisse dans la contrepartie du PGE? Alors, c'est une question qui nous est souvent remontée. La réponse, c'est que oui, il y en a forcément. Mais je pense, primo, que ce n'est pas généralisé, et deuxio, que ce n'est pas proportionnel. Je vais reprendre mon exemple. Une entreprise qui a eu 100 000 euros de PGE et qui a un découvert, mettons, de 5 000 euros habituellement, si le découvert passe à 2 000 euros, et que, voyez, et que la trésorerie, au fond, reste très liquide du fait du PGE, bon, c'est quelque chose qui existe, et dans l'absolu, oui, il y a eu une baisse de la facilité de caisse. Est-ce que ça met l'entreprise en difficulté? Non. Et est-ce que ça empêche qu'à l'avenir, la facilité de caisse repasse à 5 000 quand le PGE sera davantage utilisé? La réponse est non non plus. J'en profite pour dire d'ailleurs
que le PGE, comme vous le savez, la garantie de l'État pour les TPE, les PME et les ETI est de 90%. Donc l'État couvrira, quand il y aura des risques, 90% du risque. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques ont apporté 100% de la liquidité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à liquidité identique, c'est-à-dire les banques ont le même pool de liquidité et qu'elles peuvent augmenter en tirant sur la BCE, mais c'est des choses qui sont quand même gérées en finesse. En réalité, il faut financer à la fois les facilités de caisse existantes et 134 milliards de PGE en plus. Et donc, il a pu y avoir ces vases communicants, mais encore une fois, pas absolus ni totaux, entre des facilités de caisse, des facilités de trésorerie et les PGE. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas eu de situation où cela mettait en péril ou en difficulté l'entreprise, et surtout, ce n'est pas irréversible. La dernière question avant l'appel à la bonne pratique, c'était quels sont les cas dans lesquels la garantie peut être activée? Il y avait un petit peu déroulé. Alors je pense qu'il est peut-être tard maintenant pour reprendre ce point. Il est relativement détaillé dans le FAQ, mais peut-être bien rappeler le cadre de la garantie. C'est pas l'entreprise qui perçoit le bénéfice de la garantie. Absolument, oui. Oui, absolument. En réalité, dans le dispositif, il y a un contrat entre la banque et l'entreprise. L'entreprise doit l'argent à la banque, point. Voilà, la banque est son unique interlocuteur. Ensuite, c'est un mécanisme contractuel entre la banque et l'État, l'État ayant comme opérateur la BPI, qui fait que la banque aura, d'abord, elle tentera de recouvrer auprès de l'entreprise le maximum de dettes possibles. Donc c'est bien la banque qui fait les démarches de recouvrement. Et puis sur ce qui n'aura pas été recouvré, là c'est une relation entre la banque et l'État pour que la banque se fasse indemniser du montant du crédit non remboursé par le client. Mais c'est bien, je dirais, l'entreprise doit bien rembourser 100% à la banque et non pas 10% à la banque et 90% à l'État. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Patrick, est-ce que vous aviez une question? Sinon, j'arrive sur peut-être pour clôturer pardon. Alors c'était juste, il me semblait important avant de conclure, qu'on insiste sur la notion de dialogue qui doit s'installer ou se réinstaller et comment on le cultive. Qu'est-ce que l'entreprise doit faire pour être proactive dans cette relation? Alors, ça va paraître très banal, mais je crois que ne pas avoir peur de parler aux banquiers et surtout ne pas craindre d'avoir une réponse qui ne va pas être du premier coup la bonne. C'est le message que je voudrais passer. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui, elles ont une valeur, 3 valeurs clés qui sont l'utilité, la proximité et la solidité. Et la solidité, c'est leur solidité et celle de l'économie française. Et donc, aucune banque n'a intérêt à mettre la tête de son client sous l'eau. Par ailleurs, on a un marché bancaire qui est très vaste, avec beaucoup de solutions. Et c'est vrai que entre le banquier qui va connaître un certain nombre de solutions, mais pas toute la situation de l'entreprise, et l'entreprise qui ne connaît pas toutes les situations bancaires, mais qui connaît son métier et son business, c'est important de trouver un espace de dialogue. Et ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à aller voir son banquier, à poser des questions intermédiaires, à dire, vous me demandez, par exemple, vous me demandez de choisir ma durée de PGE, moi j'ai besoin d'éléments supplémentaires, laissez-moi 1, 2, 3 semaines, parlons-en, voilà. En tout cas, vraiment, se dire que ce n'est pas des dialogues ping-pong où il faut tout de suite repartir avec sa réponse. Il y a des solutions qui se construisent dans la discussion, au bout d'1, 2, 3 fois. J'ai parlé tout à l'heure des situations où on va dire, j'arrive en disant, mais je ne comprends pas, j'ai droit encore à 10% de mon chiffre d'affaires en PGE, j'ai une acquisition chouette à faire, ou un investissement, comment ça se fait que vous me le refusiez? Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une autre solution pour vous, donc je ne vais pas la voir tout de suite, je vais vous la proposer, on se reparle dans quelques jours. Bon. Donc je crois que toutes les banques ont intérêt à donner satisfaction à leurs clients et à ce que leurs clients aillent bien
et financent de façon saine et durable leurs projets. Et je crois qu'une fois qu'on s'est vraiment tous mis ça dans la tête, c'est vraiment pour nous la clé. Et je pense que sur le terrain, vous voyez tous vos propres banquiers. Et vraiment, dites-vous bien que les cultures de l'entreprise banque visent vraiment à assurer la pérennité de leurs clients et à leur proposer des solutions adaptées. Voilà. Donc il n'y a rien de conflictuel à en tirer. Au contraire, un dialogue de confiance avec une réponse qui sera la vôtre et pas forcément celle du voisin. Voilà. Bien, merci. Patrick, je vous laisse le mot de la fin. Par contre, on vous est vraiment assez proche du micro parce que je crois que le son passe pas très bien. D'accord. Merci Maya pour toutes ces réponses. J'invite les uns et les autres effectivement à se reporter soit au support de l'intervention de Maya, soit à la fameuse FAQ. On est tous familiarisés maintenant avec cette expression. On n'a pas épuisé le sujet. Il y a encore des débats passionnels dans un certain nombre de cas sur la maturité des PGE. Où certains ont demandé à ce que, au-delà des 6 ans, il puisse y avoir des prorogations. Je pense qu'il faut être conscient de deux choses. La première, c'est que on est dans une matière doublement contrainte. Contrainte au niveau de l'Union européenne, autour du sujet ultra sensible des aides d'État. On voit en matière de vaccination l'inertie, mais en tout cas la complexité des décisions au niveau européen. Il n'y a pas de raison, je ne m'en réjouis pas évidemment que ce ne soit pas le cas également sur tout ce qui touche à la finance. Et pour vivre ça d'une certaine manière de l'intérieur, et Maya le fait plus encore que moi, quand on discute avec Bercy, c'est souvent inextricable parce que ce que voudrait faire dans un certain nombre de cas Bercy n'est pas autorisé, en tout cas n'est pas immédiatement autorisé par la Commission européenne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme en matière d'assurance, la matière bancaire est extrêmement réglementée. Tous les ratios prudentiels, de liquidité, de solvabilité, enfin tout ça est au niveau je pense, de la BCE notamment, est très contraint, je reprends l'expression. Donc il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien voir, qu'on demande à corps et à cri, mais qui ne peuvent pas être obtenues tout de suite ou qui tout simplement sont impossibles dans le cadre des contraintes que je viens d'évoquer. Et je voudrais finir en disant qu'on est parfaitement conscient en MEDEF qu'il y a des situations critiques pour un certain nombre de secteurs d'activité, pour un certain nombre d'entreprises, qu'on se démène dès lors qu'on est alerté en bonne intelligence avec les banques ou avec d'autres professions, on se démène pour trouver des solutions et dans un bon nombre de cas, on les trouve. Ça passe, Maya l'a redit, beaucoup par le dialogue quand il s'agit de négociations bancaires. Et je pense qu'il faut quand même saluer la réactivité et l'ouverture des réseaux bancaires. Beaucoup les mutualistes, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais ça tient à la typologie des entreprises qui massivement ont demandé des PGE et qui bien souvent sont les clients des réseaux mutualistes, mais c'est vrai également des réseaux que je qualifierais d'intégrés. Mais donc, ne crions pas avant d'avoir mal. Le jour venu, si effectivement il y a des entreprises qui sont dans des situations critiques, je reprends ce que je disais à l'instant, il y aura, parce que c'est aussi l'intérêt des banques et de l'État lui-même, il y aura au cas par cas sur ces situations probablement des possibilités de discussion. Évidemment, notre souhait à tous, c'est que l'activité reparte très vite. On sait que la vaccination est un déterminant essentiel. Les dernières nouvelles sont plutôt encourageantes de ce point de vue, avec une vraie accélération du rythme des vaccinations. On voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne. Et je m'éloigne du sujet du PGE, j'en suis parfaitement conscient. Mais prenons les choses dans l'ordre. C'est surtout dans le bon redémarrage de l'activité qu'on trouvera la solution plutôt que en se prenant la tête sur des problèmes qui pourront apparaître dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans certaines entreprises, mais le MEDEF sera aux côtés des entreprises à ce moment-là comme aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention.